Il est 10h02. On va considérer que c'est le début de l'Assemblée générale. Bonjour à toutes et à tous, enfin, surtout tous, je pense. Oui, malheureusement, vu les noms des pseudos, je pense que c'est purement masculin. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je suis David Trébosque, président d'Asso BDPV. Avec moi, et tout à l'heure, il y aura Yves-Marie Saint-Drenant, qui peut dire quelques mots pour te présenter en 30 secondes. Comme ça, les gens verront ta tête. Bonjour à tous. Mon nom est Yves-Marie Saint-Drenant, donc j'accompagne David sur les développements de des évolutions des services de BDPV depuis 2 ans déjà, David, je crois. Oui. Voilà. Et puis voilà, on s'amuse, on se régale, donc je suis très content d'être là aujourd'hui. Bon. Désolé, je t'ai pris au dépourvu. J'avais pas prévu de te Ah donner la non, non, parole. non, Et il puis n'y a pas de souci. je me suis dit, mince, il est là, il faut quand même qu'il ne reste pas dans l'ombre. J'ai l'habitude, David. Pas de C'est souci. l'improvisation, c'est comme ça. Voilà. Pendant cette assemblée générale, donc, vous avez la possibilité de poser des questions quand vous voulez. Il y a un bouton Q&R, alors c'est pas nécessairement question-réponse, ça c'est une vieille copie d'écran. Si vous êtes sur un PC ou je crois qu'il faut cliquer sur l'écran pour voir apparaître les différents boutons permettant de lever la main ou de poser des questions. Je crois que discuter marche pas. Enfin, c'est pas que je crois, c'est que je suis sûr, ça a été désactivé. Par contre, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Soit je les verrai, ou soit Marie les verra et on répondra, soit on le fera à la fin. Voilà, n'hésitez pas. De toute façon, l'objectif c'est d'être à votre écoute et pouvoir répondre à toutes vos questions. Le message du président, on le passe parce que c'est un copier-coller par rapport à toutes les années. L'ordre du jour, c'est standard aussi avec le rapport moral et financier, le bilan de ce qu'on a fait l'année dernière, ce qu'on va faire en 2023, et puis les questions diverses. Toujours pareil, bilan 2022, prévision 2023, c'est un petit peu mélangé parce qu'on est en juin, donc on a quand même fait des choses début 2023, pardon. J'essaye de découper un petit peu, mais bon, c'est pas toujours facile. Par rapport à donc ça, on s'en fiche. Le rapport moral. J'en profite aussi pour vous dire que toutes les images qui sont là sont faites avec Midjourney. Je les trouve relativement jolies. Voilà, je suis content de moi. On va se dire. En 2022, alors qu'est-ce qui s'est passé? Par rapport à ce qui avait été présenté donc l'année dernière par rapport à CoBDPV, BDPV, pas PPV, déjà, il y a eu un petit ralentissement dans la réalisation. Yves-Marie en parlera. Euh, pour deux raisons principales. Enfin, il y a une troisième raison, mais deux raisons principales, c'est que les traitements des données satellites plus les rapports d'analyse prenaient beaucoup de temps, demandaient des gros serveurs et les serveurs coûtaient relativement cher. Ça, j'en parlerai dans la partie financière. Grâce à York, dont Yves-Marie parlera peut-être tout à l'heure, on a été orienté vers Amazon AWS, parce que York nous a dit, pile poil ce que vous voulez faire, vous n'avez pas besoin de puissance, vous payez rien, vous avez besoin de puissance, vous payez quand vous l'utilisez. Et on a pratiquement divisé par deux les dépenses de serveurs grâce à Amazon AWS, tout en ayant beaucoup plus de rapidité pour récupérer les données, pour générer les rapports. Ceci dit, l'impact, c'est que on a dû changer un petit peu la manière dont on travaillait et refaire des bouts de code. Donc ça a fait perdre un petit peu de temps.
Et un autre point, c'était le changement des sources d'ensoleillement. On récupère les données d'ensoleillement par rapport à des données satellites qui sont en open source. Et un des fournisseurs de données satellites a arrêté, alors je sais plus de fonctionner ou c'était plus compliqué d'avoir les données. Donc là aussi, il a fallu changer tout, c'est-à-dire la méthode de récupération des données et surtout pour Yves-Marie, la manière de les intégrer. Voilà, donc c'est pour ça que vous verrez que par rapport aux avancées qu'on avait prévues, on est un petit peu en retard, je veux dire. Voilà. À ceci, c'est rajouté pour améliorer le rapport d'analyse. Quelque chose que vous avez dû faire, c'est de détourer vos panneaux. Donc, de décrire plus précisément votre installation, sa position, où sont les panneaux, etc. Le but était double. D'une part, de corriger certaines positions d'installation qui étaient pas bonnes, position d'installation et orientation, trois d'ailleurs, excusez-moi, il y en a trois, de corriger aussi les orientations, parce que certaines personnes se trompaient par rapport à leur orientation et ne connaissaient pas nécessairement l'orientation, se trompaient par rapport au fait que BDPV est une orientation par rapport au sud et pas par rapport au nord. Donc des gens indiquaient plein sud en mettant 0, alors en mettant 180 par rapport au nord alors que c'était 0, bon, tout ça. Et la troisième chose, c'est qu'il y a certaines installations qui sont avec des doubles zones, de plus en plus avec l'autoconsommation, c'est-à-dire un pan qui est en ouest et un pan en est, par exemple. Et BDPV n'a pas encore évolué par rapport à la description de l'installation. On décrit qu'une seule zone. Donc, grâce à ce développement, la personne peut dire, ben, voilà, moi j'ai décrit qu'une seule zone dans BDPV, mais en fait j'en ai 2 ou 3 ou je crois qu'on va jusqu'à 8 zones qui sont à tel endroit, à tel endroit, etc. Par rapport à l'analyse de performance, jusqu'à présent, on parlait de l'analyse de performance pour les installations en vente totale équipées de Linky, parce que en fait c'est la première source de données qu'on a pu avoir avec des données journalières et 30 minutes, on le verra tout à l'heure. Enfin, oui, 30 minutes. Depuis peu, on a fait un développement qui permet d'intégrer dans les analyses toutes les installations qui ont des onduleurs en phase, toutes les installations qui ont des onduleurs Solax, les onduleurs SolarEdge aussi, et pour les gens qui envoient grâce à une API leur production, on peut aussi faire l'analyse de performance. Voilà. Le dernier point de travail sur le rapport d'analyse, ce sera Yves-Marie qui fera son speech tout à l'heure. Même chose pour BDA-PPV. Très rapidement, BDA-PPV, l'objectif, c'était je vais encore dire des bêtises, donc je laisse Yves-Marie en parler. C'était de positionner des panneaux sur des toits pour faire une sorte de base de données d'apprentissage, quelque chose comme ça. On ne doit pas être très loin de ça. En 2022, il y a eu aussi un appel aux dons exceptionnels. J'en parlerai aussi dans la partie financière, parce que pour différentes raisons, on s'est retrouvé en novembre avec un déficit. On était à moins 1000 et quelques sur l'année, parce qu'entre les dépenses supplémentaires qui avaient été engagées pour les serveurs, les choses comme ça, et le fait que on a une baisse des soutiens depuis le Covid, on va dire, entre le Covid, entre l'inflation, etc. Je comprends tout à fait, enfin, on a compris tout à fait que c'était pas la priorité des gens de faire des soutiens BDPV, mais ça posait un problème. Donc j'ai fait un appel aux dons exceptionnel qui a marché puisque justement on a réussi à passer à plus 1000 au-dessus, un solde positif de 1000.
Mais bon, c'était pas prévu et je remercie tous les gens qui ont participé à ce soutien. Et enfin, mais ça sera juste après, enfin, ça sera, comment dire, Yves-Marie qui en parlera aussi, les collaborations avec RTE, Réseau de transport d'électricité, et Météo France. Pardon. Par rapport à donc la solution de description précise, si vous n'avez pas, si vous avez donc un compte BDPV et que vous n'avez pas réalisé cette opération, je vous conseille fortement de le faire parce que tout ce qui va être développé maintenant va se servir de ça, de cette nouvelle fonction. Ça permet donc de confirmer la position de l'installation, de décrire les multizones, les orientations. Donc là, on voit c'est mes panneaux d'autoconsommation. On voit bien qu'il y a deux zones, une zone en jaune et une zone en rouge qui sont pas du tout orientées pareil, qui ont pas la même, enfin, qui ont la même taille, mais qui pourraient être de taille différente. Et donc ce bilan est utilisé pour les rapports d'analyse. Et si je dis pas de bêtises, les rapports d'analyse, on se centre surtout, ou principalement, ou que, je sais pas, Yves-Marie le dira aussi, sur les installations qui ont fait cette description précise. C'est-à-dire que si vous avez un compteur Linky qui donc nous envoie les données journalières ou horaires, mais que vous n'avez pas fait ça, je crois qu'on ne fait pas le rapport d'analyse. Yves-Marie le dira et on se concentrera mieux. Bah, Tu veux intervenir? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on a justement là récemment, en préparation de l'AG, développé les codes qui se basent sur cette annotation. Et comme du coup, ça demande une structuration basée sur ces différentes informations. Donc, les anciens codes fonctionnent encore, qui travaillent sur les descriptions d'installation dans la base de données BDPV, comme avant. Mais les nouveaux codes, du coup, en effet, ils se basent sur cette description plus précise. Et du coup, en fait, je pense que dans le futur, je préférerais qu'on travaille là-dessus parce qu'au moins, on écarte les sources d'incertitude dont je vais parler plus tard, liées à la localisation et puis l'évolution de la puissance installée. Voilà, merci. Donc pour ceux qui l'ont pas fait, faites-le. Il y a une petite, pardon, il y a une petite vidéo explicative quand on se connecte donc sur cette URL qui est pour l'instant un petit peu cachée. Je dois essayer de voir comment je peux la mettre plus en évidence. Donc il y a une vidéo qui explique étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut pas hésiter à nous écrire s'il y a un souci, sachant qu'on a détecté un souci qui est dans une des parties. Une fois qu'on a détouré les panneaux pour indiquer l'orientation, il faut cliquer sur le haut des panneaux et sur smartphone. A priori, ça ne marche pas ou ça marche mal. Bon, ça, de toute façon. N'hésitez pas à nous écrire pour nous demander plus de précision. Voilà, et donc là, je vais laisser la parole à Yves-Marie. Oui, Et tu me dis à chaque fois d'appuyer pour que ça marche très bien. je Merci, passe David. les pages. N'hésitez pas dans les questions et réponses à nous dire si on parle pas assez fort ou trop fort, ça m'étonnerait, pas assez fort, voilà, pour qu'on en change ça. Voilà, à toi Yves-Marie. Allez, donc déjà un petit rappel pour ceux qui sont pas, qui ont peut-être pas suivi les dernières évolutions et qui étaient pas là la dernière AG. Donc un service qui nous tient à cœur, c'est le développement d'un outil d'analyse de performance. Alors, l'idée de cet outil, c'est de comparer les données de prod qu'on a sur une base journalière qui proviennent soit de Linky, soit des API des onduleurs, avec des simulations faites à partir de données météorologiques, donc des données de rayonnement solaire issues d'images satellites, dont parlait David tout à l'heure, et puis des données de température qui proviennent, eux, de modèles météo. Voilà. Donc, on a mis en place toute une infrastructure qui collecte ces données, alors quasi temps réel, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que ce système il puisse vraiment vivre. Donc, c'était tout le travail dont David parlait. Et là, je tiens encore à remercier Lior Pérez, Lior qui est parmi nous, pour son aide. Donc, on a mis en place toute cette infrastructure.
On a un modèle de simulation qui, à partir des descriptions des installations photovoltaïques, permet de convertir ces données météorologiques en données de prod. Et à partir de ça, on peut faire deux choses. On peut d'une part monitorer, suivre la dégradation des panneaux, ça je vais vous le montrer tout de suite, et puis aussi détecter des pannes. Donc là, c'est aussi c'est les deux objectifs. Alors, ce système, pour l'instant, alors, il n'est pas en temps réel, c'est-à-dire que c'est une détection a posteriori, c'est-à-dire qu'on va pas, enfin, c'est une première étape. L'année dernière, on vous avait présenté une première version de cet outil qui déjà avait, enfin, qui était, je vais dire, fonctionnelle, mais qui avait des problèmes parce qu'elle était, enfin, la qualité des résultats était un peu impactée par toutes les incertitudes qu'on avait en amont. Voilà. Donc, pour pallier ce problème, on a mis en place cet outil d'annotation qui nous permet vraiment de lever toutes les incertitudes sur les données d'entrée. Donc ça, c'est vraiment chouette. On ne le dit pas assez, mais encore merci David pour avoir mis ça en place. C'était vraiment très impressionnant et j'ai beaucoup travaillé sur ces données d'annotation les dernières semaines. C'est vraiment une super base de données. Vraiment, c'est chouette. Et merci à tous ceux qui ont contribué parce que les annotations sont vraiment, vraiment très précises. Voilà, donc cette information-là nous permet justement de faire cette simulation du mieux qu'on peut et on lève toutes les incertitudes. Et ça a été une des avancées majeures qu'on a fait depuis la présentation de la version préliminaire de l'outil en 2022. Après, la partie cachée de l'iceberg, que personne ne voit, mais qui prend beaucoup de temps, ça a été vraiment robustifier cet outil les algos de collecte de données météorologiques, la migration de la base de données de la base de données SQL qu'on avait avant vers une version cloud, encore merci Lior. Voilà. Et puis, on a fait des améliorations marginales de l'outil qui demandent encore à être approfondies maintenant qu'on a toutes ces données. David, si tu veux bien passer à la planche suivante. Merci. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc, normalement, si vous avez un peu suivi les dernières évolutions, vous devrez connaître ce type de graphique. Donc, je vais le rappeler brièvement, hein. Donc, voilà, c'est un rapport qui permet de suivre la comparaison entre, en bleu, vos données de production. Alors, dans le panel du haut à gauche, c'est les données hebdomadaires. Dans le panel du milieu, c'est les données journalières. Et tout en bas, c'est le ratio entre les deux, qui nous permet de voir si on est bon, si on n'est pas bon. Alors, la différence entre hebdomadaire et journalière. Journalière, pour moi, c'est important parce que c'est vraiment les données qu'on utilise pour faire les analyses, mais c'est très bruité. Donc, du coup, c'est quand même pas mal de voir les données hebdomadaires parce que du coup, ça permet de lisser un petit peu les informations et d'avoir une meilleure visibilité. Donc, ces trois graphiques sur le panel de gauche permettent de faire cette comparaison entre la simulation qui part du principe que l'installation marche parfaitement, qui tient compte, alors je vais parler plus fort, ouais, qui tient compte des caractéristiques des installations qui sont détaillées dans la notation et les données de prod. Voilà. Alors, on a des algorithmes qui permettent de faire alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est des algorithmes de détection de points de rupture qui nous permet de voir quand le ratio entre la simulation et la prod change brutalement. Et ça veut dire qu'on a a priori une panne qui vient. Donc après, on a fait, avec David, on a fait quelques post-processing pour justement limiter des fausses détections. Et au total, ici, on a cet outil qui permet d'identifier des pannes. Et sur le panel en bas à droite, on a une liste qui va nous indiquer les périodes où on a détecté des pannes avec leur niveau, sachant qu'on a gradué 3 niveaux. Un niveau 1 où c'est une panne, petite panne ou une grosse incertitude sur la panne. Niveau 2, là, on est sûr et c'est une panne moyenne. Et niveau 3, là, c'est très sûr et il y a une grosse descente de prod. Donc là, vous pouvez voir un exemple avec une panne sur la première année.
On peut voir sur l'image, ça c'est directement les résultats des annotations. Donc là, vous pouvez voir le détourage du panneau. Donc on a vraiment fait attention à valoriser votre travail. Et tout en haut à droite, il y a une liste panneau 1 de 1960 watts par mètre carré, watts crête, pardon, les orientations et la date d'installation. Donc là, on va lister toutes les informations qui vous permettent, si jamais vous avez un doute sur ce que vous avez rentré, de pouvoir le retrouver. Et enfin, un point très important, c'est ce graphique. Voilà, merci, c'est ce point-là. Alors, le box plot représente la distribution de la dégradation des panneaux de l'ensemble des données BDPV, plusieurs milliers d'installations, et la barre verticale rouge représente votre installation. Donc ça, c'est plutôt pratique, ça permet de voir où est-ce que vous vous retrouvez par rapport à l'ensemble de BDPV. Comment est calculée cette barre rouge? En fait, c'est une régression robuste qui est faite dans le graphique en bas en gauche sur les nuages de points. Je ne rentre pas dans les détails. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi. En gros, les fonctionnalités de l'outil, c'est qu'on peut voir ces données de prod et on peut voir la comparaison avec la simulation. On voit les pannes et on voit la dégradation, ainsi que ces résultats d'annotation. On passe peut-être aux planches suivantes qui vont permettre de voir différentes. Voilà. Excuse-moi, Voilà. ça là. Voilà. Donc là, on voit notre exemple, une installation qui marche plutôt bien. Alors, un point que je vais mentionner plus tard, c'est qu'on a des petits problèmes en hiver. Donc là, notre modèle, il ne marche pas bien. Alors, c'est dû quoi? C'est dû peut-être aux ombrages. C'est dû aussi à la modélisation de la courbe de puissance des installations PV à faible charge. Donc, ça, c'est des petites choses techniques qu'il va falloir qu'on ajuste maintenant qu'on a vraiment des informations qui sont fiables. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aussi, hein, c'est que avant, comme on avait une grosse incertitude sur les données d'entrée, ça ne servait à rien de travailler vraiment sur la finesse des algos en aval. Mais maintenant qu'on a vraiment quelque chose de fiable et voilà, de sûr, on peut vraiment se faire plaisir en faisant des algos très précis. Puis un dernier exemple aussi où on a une grosse dégradation, alors une dégradation moyenne. Donc vous pouvez voir, là on peut le voir très bien sur la comparaison entre les simulations et les données de prod ainsi que sur ces nuages de points. On a une installation avec une… Alors, il y a une dégradation, mais je pense qu'il y a aussi il y a une partie de l'installation voilà, qui commence à mal marcher. Il y a une espèce de point de rupture là au cours de la deuxième année. Et puis, un dernier exemple aussi, avec une très grosse dégradation. Alors, encore, je crois qu'il faut que tu avances encore. Ah, bah, je ne l'ai pas mise. Ah C'est non, pas grave. attends. Voilà. Ah, C'est pas grave. Ah, voilà. voilà, voilà. Donc, on a des cas très intéressants avec des dégradations progressives qui sont extrêmes. Alors, on connaissait les exemples de PhotoWatt avec les 20% de dégradation annuelle. Ici, on a aussi, alors je suis désolé pour Roby de Lens, mais c'est vrai que là, il y a quelque chose qui semble ne pas aller bien du tout sur cette installation. Et voilà, et ce qui serait intéressant, c'est une fois que cet outil sera prêt, donc vous voyez, on n'est pas loin, hein, ce sera aussi d'avoir aussi des échanges avec les utilisateurs pour que nous, on puisse comprendre ce qui se passe au niveau des installations et capitaliser un petit peu sur cette information pour pouvoir, dans le futur, mieux renseigner les utilisateurs sur voilà, comment on peut faire le lien entre ce qu'on peut voir sur ces rapports d'analyse et les processus physiques que nous, bah là, enfin voilà, on traite des données. On aimerait bien aussi savoir ce qui se passe en vrai dans les installations. Donc, on aimerait bien aussi, une fois que l'outil marchera, sera opérationnel, instaurer ce dialogue. Voilà, donc pour les outils, les analyses de performance, donc je voulais juste, alors si tu peux aller sur les prochains slides qui, voilà. Non, ce serait dans Non, l'autre oui, je suis à sens. l'envers, excuse-moi. Oui, D'accord, excuse. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Mais c'est pas possible. Ah. voilà, c'est Ah. bon, voilà. Voilà, donc pour résumer un petit peu, vous voyez, on avance. Alors, on a passé une année 2022 où on était dans la face cachée de l'iceberg. J'espère que 2023 va être plus visible pour vous. Donc, comme je disais précédemment, maintenant qu'on a des données vraiment fiables, des données d'annotation, on aimerait bien travailler sur l'amélioration des modèles d'estimation, notamment pour une meilleure prise en compte des courbes de puissance et puis une amélioration des simulations en hiver. Et là, ce qui va nous aider beaucoup, c'est les données 30 minutes, parce qu'avec les données de 30 minutes, on peut vraiment comprendre ce qui se passe au niveau des installations. Donc,
si vous pouvez, n'hésitez pas. C'est toujours une bonne idée de donner accès aux données 30 minutes Linky. Parce que quand on a un doute sur les performances d'une installation, moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais regarder les données 30 minutes parce que là, je peux vraiment interpréter les résultats, ce qui n'est pas forcément possible en données horaires, journalières, pardon. Un point aussi qui est toujours un… Enfin, voilà, je pense que c'est un travail de fond qu'on doit faire, c'est que, bon, moi, voilà, j'ai les mains dans le cambouis, je suis dans les algorithmes, mais je ne vois pas forcément les informations qui sont vraiment utiles pour les utilisateurs. Donc, je pense qu'il y aurait aussi une réflexion à mener sur l'ergonomie de ce rapport d'analyse. Donc, ça, c'est une discussion qu'on a régulièrement avec David. Merci aussi, Lior, pour tes retours. Donc, à tous, si justement vous avez des retours, des souhaits, etc., n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse en tenir compte. On ne vous promet pas à chaque fois en tenir compte, mais on est justement intéressé à faire en sorte que cet outil soit le plus possible adapté à vos besoins. Et pour ça, c'est vraiment indispensable, c'est vraiment important d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas, revenez vers nous si vous avez des questions, des suggestions ou des remarques. Voilà, et puis le dernier point, pour nous, le jour où cet outil-là sera opérationnel, ce sera très important qu'il soit robuste. On n'envoie pas des détections d'alarme alors que finalement, il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est aussi un travail qu'on va faire. Une fois que le système sera opérationnel, on va avoir une phase un petit peu où on va le surveiller de près avec David pour s'assurer que ce qu'on va détecter sur ces installations, c'est vraiment des choses qui sont pertinentes. Voilà. Et puis peut-être aussi un point, ce serait, parce que là, actuellement, ce que je fais, c'est que je donne de manière un petit peu brutale une information sur la dégradation. Le point, c'est que plus on a d'archives de prod, plus on peut avoir une information pertinente sur la valeur de la dégradation. Alors, une manière d'aborder ça, c'était justement de donner une incertitude. C'était de se dire, au lieu de priver les gens qui ont peu d'archives de cette analyse, de se dire, on le fait pour tout le monde, mais on ajoute une incertitude sur cette dégradation. Et plus l'archive sera longue, plus l'incertitude sera petite. Voilà. Voilà, et puis notre objectif, alors on espère, on va faire tout en sorte pour que ça marche, mais déjà de faire une première mise en production pour septembre 2023. Et bien sûr, ce serait une première mise en production avec des évolutions qui sont prévues, puisque je pense que c'est un outil sur lequel on va encore travailler pendant un certain temps. Voilà pour l'outil d'analyse de performance. Donc, vous avez compris, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions. On est vraiment preneur d'un dialogue plus actif avec les utilisateurs potentiels. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Il y a une question. Ah, ça c'est très bien. Alors, Lior, à défaut de donner 30 minutes. Oui, alors ça, la première question, tu peux peut-être y répondre, David, parce que tu as travaillé dessus sur les API des onduleurs. Non, là, je pense que la question, c'est pas est-ce qu'on peut les récupérer, c'est plutôt est-ce que toi, 1 heure, ça te va aussi? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, pardon, décidément. Oui, 1 heure, ça irait aussi. Après, il faudra juste que j'adapte mes codes. Mais attends, je suis en train de réfléchir. Ça devrait aller. Je pense que c'est bon. Il faut juste que j'ajuste un petit peu pour que les analyses soient datables. Non, ça marche, pas de souci. Non, c'est faisable. Il faudra juste qu'on s'organise avec David. OK. Alors, c'est une question difficile pour PhotoWatch. Je préfère ne pas y répondre. Je crois Oui, que je vais y répondre. Je vais y répondre. Très bien. Alors, donc maintenant, par rapport à BDAPPV, alors avant que je vous présente le travail, je voulais juste rappeler un petit peu pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Ça semble a priori un petit peu loin du travail dont on parle régulièrement de BDPV sur cette base de données, et puis le fait de vous faire un retour sur le bon fonctionnement de vos centrales. Alors, peut-être un point en introduction, et puis c'est une introduction sur BDP APPV, mais aussi sur les coopérations qu'on fait avec RTE et Météo France. Alors, bon, moi, je suis relativement nouveau dans BDPV, mais il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que
une des missions de l'association, c'est aussi de mettre à profit la base de données qui est constituée dans le cadre de BDPV pour améliorer l'acceptation, l'intégration du photovoltaïque dans le système électrique. Voilà. C'est un peu dans ce cadre-là qu'on s'inscrit sur cette activité. Régulièrement, on avait des demandes sur un accès aux données de manière à ce que alors, certaines entreprises, alors je ne vais pas les citer, il y en aurait, je pense qu'on pourrait en citer une demi-douzaine, qui étaient intéressées par la base de données BDPV pour entraîner des algorithmes qui permettraient de détecter des panneaux photovoltaïques sur des images, des ortho-images aériennes. Type, vous savez, vous allez sur Google Earth ou autre, vous pouvez survoler une zone et voir les maisons. Et en fait, l'idée, c'est avec des algorithmes d'intelligence artificielle, d'apprendre à détecter des panneaux sur ces images. Voilà. On ne pouvait pas répondre de manière positive à ces sollicitations parce que on assure l'anonymat des installations BDPV. C'est-à-dire qu'on a systématiquement refusé de donner accès aux coordonnées exactes des installations. C'est un petit peu notre credo avec David de se dire non, alors on peut partager autant que vous voulez toutes les informations, mais on ne veut pas que les utilisateurs de BDPV sentent qu'on a profité des données qu'on leur donne et qui se sentent lésés de ce partage d'informations. Donc, du coup, on était un petit peu embêtés de se dire ça peut être quelque chose d'important. D'un autre côté, on ne peut pas y répondre de manière positive. Bon, par ailleurs, dans le cadre de mon travail, moi, je travaille à l'École des mines de Paris et on avait une coopération avec RTE qui avait exactement le même besoin. Je vais le préciser plus tard ensuite, mais qui, du coup, avait aussi besoin d'une méthode pour détecter, caractériser les petites installations en France. D'ailleurs, je suis dans le co-encadrement d'une thèse CIFRE qui traite aussi de ces sujets. Et du coup, on s'est dit, bon, pour répondre aux besoins industriels de RTE et aussi pour répondre à tous les utilisateurs qui souhaiteraient avoir ces données d'annotation, on va lancer une campagne d'annotation qui va nous permettre de partager des images non géolocalisées, c'est-à-dire qu'on a l'image d'une installation BDPV, mais on ne sait pas où elle est. Et sur cette image, on va mettre les annotations nécessaires à l'apprentissage des réseaux de neurones, ce qui fait que les gens ils peuvent faire leur processus d'apprentissage, on peut partager les données, mais on garantit l'anonymat des installations. Donc, c'était un petit peu le lancement de BDAPPV. Donc, David, si tu veux passer à la slide suivante. Alors, c'était une activité, alors dans le bon sens, voilà, qui s'est passée en trois phases. Peut-être on passe directement à la suite parce que j'ai l'impression que je prends beaucoup de temps. Voilà, en fait, on avait deux phases d'annotation. Donc, on avait une première phase d'annotation dans laquelle on a généré des images aériennes de Google Earth, mais aussi de l'IGN, en vous présentant ces images et puis en vous invitant à cliquer sur les panneaux quand vous en voyez un. Donc ça, c'était une campagne d'annotation qui s'est super bien passée, qui était même presque addictive, j'aurais envie de dire, j'ai passé beaucoup de temps, et qui nous a permis déjà de faire une présélection des installations. Ensuite, dans une deuxième phase, les installations qui ont passé cette première étape ont été présentées aux utilisateurs. Et là, l'objectif n'était pas que de cliquer sur le panneau, mais de détourer chacun des panneaux photovoltaïques de l'image. Et à la fin, on avait du coup alors peut-être la planche suivante. Voilà, donc du coup, ça nous a permis d'avoir alors je crois que c'est 25 000 images à noter. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, qui permettait de répondre à cette question, qui permettait d'alimenter aussi la thèse de Gabriel Casmi. Et du coup, on en a profité pour partager ces informations, pas juste comme ça, mais on a fait dans un papier tous ensemble. Alors, c'est ce qu'on appelle un data paper, c'est-à-dire qu'on a publié les données en suivant certaines normes
pour que ce soit bien propre et facile à reproduire. Et du coup, on a écrit une description des données. Du coup, on a fait ce papier dans Nature Scientific Data qui permet de valoriser et de mettre à disposition toutes ces données. Donc, du coup, maintenant, quand quelqu'un nous demande ces informations d'annotation, voilà, il existe ce papier. Les choses sont vraiment super bien structurées, carrées, et voilà, et c'est citable. Donc ça, c'est vraiment, on a été jusqu'au bout de l'exercice. Donc voilà, donc peut-être planche suivante. Donc planche suivante, je résume un petit peu tout ce qu'on a fait. Euh, Peut-être le point le plus important que j'ai pas encore dit, c'est vraiment le grand merci à tous les contributeurs. C'était impressionnant de voir la vitesse et la qualité du retour. Donc un grand merci, notamment du coup à David pour tout le travail que tu fais. Et puis je pense que les différentes le GPPEP, le groupement des petits producteurs de photos. GPPEP. GPPEP et le forum photovoltaïque, je pense qu'ils sont aussi… Enfin voilà, c'est pas un hasard si ça s'est si bien passé. Donc encore merci à tous et à toi, David. Maintenant, je vais vous parler des coopérations très rapidement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, une des missions de BDPV, c'est aussi de faire en sorte que la base de données qu'on crée permette d'améliorer l'acceptation, l'intégration de l'énergie photovoltaïque. Alors, on a pas mal de sollicitations. Là, il y en a vraiment deux qui sont importantes que j'aimerais bien détailler un petit peu. La première, c'est le travail qu'on fait avec RTE, que je vous ai déjà mentionné dans le cadre de BDAPPV. Et puis aussi, quelque chose qui, moi, me tient vraiment à cœur, c'est le travail qu'on fait avec, enfin, qu'on essaye de lancer avec Météo France et le CNRM sur l'utilisation des données BDPV, des données de production, comme un espèce de réseau de mesure potentiel du rayonnement solaire. Voilà. Donc, je vais commencer avec RTE en vous expliquant pourquoi RTE fait ça. Donc, si tu veux bien, voilà. Donc, peut-être petit rappel peut-être sur les missions de RTE. Donc, RTE, c'est une société de service public. Elle ne fait pas de profit. Elle n'est pas là pour contrôler quoi que ce soit. RTE est là, donc elle a plusieurs missions dans le système électrique français, et une mission qui est très importante dans le cadre de notre coopération, c'est le, le maintien euh, à tout temps de l'équilibre entre production et consommation. Donc ça, c'est une mission fondamentale pour l'équilibre du réseau. Le point par rapport à ça, alors, dans un système classique, c'est assez simple, hein. On a des centrales thermiques nucléaires, on leur dit produisez, elles produisent, et c'est relativement difficile. À la limite, ce qui est un petit peu difficile, c'est de prévoir la demande. Ce qui est en train de se passer, c'est que on est dans une transition énergétique, et j'espère que ça va continuer et très fort. Et ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus d'énergie éolienne et photovoltaïque. Le problème, c'est que ces énergies dépendent très fortement de la météo et du coup varient. Et ceci fait que c'est de plus en plus difficile d'assurer cet équilibre entre la production et les consommations. En d'autres termes, il faut être capable de connaître à chaque instant et dans le futur la production d'énergie photovoltaïque de manière à pouvoir intégrer ça au pilotage du parc de production et de l'opération, du pilotage du réseau. Voilà. Donc ça, c'est déjà un problème difficile. Mais bon, la météo, les progrès sur tout ce qui est météo fait de grands pas. Donc ça, et je vais en parler ensuite avec Météo France. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qu'on commence de mieux à mieux à savoir faire. Le problème reste que RTE n'a une connaissance précise que sur la moitié de ses centrales photovoltaïques. Alors pourquoi? Donc RTE connaît la production exacte et les caractéristiques des installations plus grandes que 1 MW crête. Pour les centrales plus petites, ce qu'ils appellent le PV diffus, ils ont mais vraiment aucune information. Donc, il y a quelques informations agrégées dans ce qu'on appelle le registre national d'installation, mais c'est une information qui est mise à jour
tous les 6 mois officiellement, en pratique, je pense un peu moins, et qui ne donne juste une information sur la puissance installée cumulée par commune. Donc, vous voyez, c'est un petit peu difficile de vraiment être capable de modéliser quart d'heure par quart d'heure la production avec juste cette information. Donc, il y a une grosse problématique sur la connaissance des petites installations sur toiture par RTE. Donc, ils ont besoin de mieux connaître cette flotte d'installations qui est, souvent on dit, invisible, de manière à pouvoir mieux l'intégrer dans le réseau. Peut-être la planche suivante, pour montrer encore l'importance, c'est que avec toutes les mesures européennes et puis l'urgence de développer le photovoltaïque pour remédier au changement climatique, mais aussi pour assurer l'indépendance par rapport au gaz russe, on s'attend à un développement du photovoltaïque, et c'est une bonne nouvelle, accru tant pour les grandes installations, mais aussi pour les installations sur toiture. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Le problème pour RTE, c'est que comme ils ont cette incertitude sur les petites installations, ben, le problème, il va être de plus en plus compliqué. Donc, ils ont vraiment besoin, pour piloter le réseau et le parc de production, d'avoir une connaissance en temps réel, d'avoir une connaissance des installations pour pouvoir faire une estimation de la production en temps réel et dans le futur. Voilà, et c'est pour ça que du coup, RTE a mis en place cette thèse et conduit ce travail pour créer un registre d'installation. Donc l'idée, c'est de prendre les données Google Earth IGN et de détecter chacune des installations en maintenant l'anonymat. Attention, ce n'est pas du flicage, hein, de manière à créer ce registre d'installation, et puis pour chacune de ces installations, estimer l'orientation, la pente, la puissance crête, de manière à ensuite alimenter un modèle d'estimation de prod et pouvoir assurer leur rôle pour l'assurance de l'équilibre offre-demande. Et ensuite, donc ça, c'est un travail en cours qui est vraiment bien avancé. Donc, on peut déjà dire aujourd'hui que la base de BDPV, elle est utilisée dans le service opérationnel de RTE. Donc, merci et bravo pour ça. Maintenant, on va aller encore plus loin en créant un registre installation par installation, mais encore une fois, ce registre est anonymisé. Et là, l'étape suivante sur laquelle travaille Gabriel, c'est aussi utiliser les données à 30 minutes pour justement évaluer la performance de ce modèle. Donc voilà, on travaille du coup sur l'estimation du registre avec ces images EBD-APPV, et dans un deuxième temps, on va créer un modèle qui va utiliser ces annotations et ces détections pour modéliser la prod avec des données météo, et on va valider cette prod avec les données 30 minutes Linky qui sont, encore une fois, qui ne seraient pas là, tout ça ne serait pas possible sans BDPV. Donc, encore merci à tout le monde, encore merci à David pour ça, parce que ça permet vraiment de faire le tour de la question. Voilà. J'espère que j'étais assez clair sur notre collaboration avec RTE. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Maintenant, j'aimerais vous présenter ce qu'on est en train de mettre en place avec Météo France. Et ça, c'est là sur la slide 25. Ouais, alors justement, je faisais une pause simplement parce que tu parles toujours de 30 minutes et de Linky. Grâce au nouveau développement, on a aussi toutes les installations SolarEdge qui donnent aussi des données de production à 30 minutes. Voilà. Comme ça, tu le sais au moins, même toi. Ouais. Je ne sais pas si je te l'avais dit. Merci de le préciser. C'est vrai que moi, je suis resté là-dessus. Et peut-être je te laisserai répondre à la question de Lior, parce que justement, il y a peut-être le mécénat de RTE qui, justement, pourra peut-être être évoqué plus tard. Donc, je te laisserai dire ça, David. Excuse-moi, je ne t'ai pas écouté. Tu as dit quoi? Non, je veux dire, donc il y a Lior qui faisait une question sur Mais j'allais le lui financement. répondre. Mais non, je répondrai tout à l'heure quand on parlera financement. D'accord, super, très bien. Alors, maintenant, on va parler de Météo France. Alors, Météo France, LCNRM. Donc ça, c'est une activité qui me tient vraiment à cœur parce que déjà, la météo, c'est super intéressant. Enfin, moi, c'est une passion. Et le deuxième point, c'est que la variabilité du photovoltaïque et les soucis de prédictibilité dus à la météo, c'est
souvent vu comme un des freins majeurs au développement du photovoltaïque, des énergies renouvelables. Donc vraiment, c'est là qu'on a envie de travailler pour améliorer les choses. Donc ça, c'est vraiment important. Et là, je tiens à saluer aussi tout le travail qui est fait par le CNRM, par Météo France. Donc là, on est en contact avec Quentin Libois, Adèle Magnaldo, qui est une doctorante au CNRM, et qui font vraiment du travail vraiment chouette, et on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Voilà, donc comme vous le savez, donc Météo France, ils opèrent des modèles numériques de prévision. Donc voilà, c'est ce qui vous permet de voir donc la météo du lendemain sur les journaux télévisés, sur l'application de Météo France. Alors les modèles, il y en a plusieurs. Donc on peut citer Arpège, Aron. Avant, c'était Aladdin. Donc voilà, c'est différents modèles. Ces modèles, finalement, c'est quoi? C'est une chaîne qui part des mesures d'observation satellite, des stations météo, il y a pas mal de choses. Euh, Ces modèles, du coup, ils sont utilisés pour alimenter un modèle numérique. Alors, modèle numérique, c'est vraiment les modèles qui décrivent la physique de l'atmosphère avec les équations de Navier-Stokes, le couplage océan, atmosphère, sol, etc. Je ne rentre pas là-dedans. Et puis, derrière tout ça, on a des prévisionnistes qui savent interpréter ces données. Voilà. Ces modèles, ils sont utilisés, bien sûr, pour prévoir le temps, les extrêmes, les orages, etc., mais aussi la production d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que parmi les sorties de ces modèles, il y a des informations, le rayonnement solaire, la température, le vent, qu'on utilise dans les modèles, dans les systèmes opérationnels pour prévoir la production d'énergie. C'est ce qu'utilise RTE, c'est ce qu'utilisent tous les opérateurs, les opérateurs de centrales, etc. Donc, c'est vraiment un point central pour l'intégration du renouvelable. C'est-à-dire que si on est capable de prédire avec précision, toutes les 15 minutes, 3 jours en avance, le rayonnement solaire, du coup, l'intégration du photovoltaïque dans le réseau et dans le système électrique va être de plus en plus facile. Donc, vous voyez, c'est vraiment un point central. Et justement, c'est pour répondre à ça qu'il y a… Alors, avant le rayonnement solaire, je m'avance peut-être en disant ça, mais c'était une variable qui n'était pas vraiment intéressante. C'était surtout intéressant de voir la température, les extrêmes, la précipitation. Ça, c'était les variables qui étaient intéressantes pour le temps. Mais avec l'essor des énergies renouvelables et du solaire, le rayonnement solaire devient de plus en plus important. Et les scientifiques commencent à s'y intéresser de manière de plus en plus précise. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on va s'attendre à avoir des vraies améliorations sur les prévisions du rayonnement solaire. Et notamment, donc je mentionnais la thèse de Daniel Magnaldo, qui est donc encadrée par Quentin Libois et Christine Lac, qui a justement pour objectif d'améliorer le modèle Arome pour des applications photovoltaïques. Et pour ça, la centrale d'intérêt, la variable d'intérêt, c'est le rayonnement solaire. Voilà, donc on a cette transition qui est en cours. Maintenant, pourquoi Météo France s'intéresse aux données BDPV? Donc, c'est la planche qui suit. David, si tu veux bien. Il y a du décalage Voilà, entre mon clic merci. et l'arrivée. Voilà. Donc voilà, donc peut-être avant de vous présenter ces deux cartes, donc ce que je voulais dire, c'est que, comme je viens de l'expliquer, euh, donc l'énergie solaire, elle est de plus en plus importante pour Météo France. Je veux dire, il y a même des personnes dédiées chez Météo France qui sont en contact avec, qui sont vraiment dédiées au domaine de l'énergie. Donc, ils prennent ce problème de plus en plus au sérieux. Et du coup, c'est important d'évaluer la prévision, les évolutions des modèles, plus en termes de variables météorologiques, mais c'est aussi intéressant de voir quelle est la répercussion de ces améliorations sur des données productibles. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que puisqu'on travaille à des fins d'amélioration de données de productibles, faisons cette évaluation sur des données de productibles PV. Première motivation. Deuxième motivation, là, c'est super intéressant, c'est que, alors, ce qui est important déjà de souligner, c'est que Météo France a, à ma connaissance, un des meilleurs réseaux pluviométriques que je connaisse. Donc déjà, c'est très bien. Mais on se rend compte que si on compare la carte des stations de Météo France que vous pouvez voir dans la carte de gauche, avec les données PDPV que vous voulez voir à droite, là, on se rend compte que même si Météo France a un réseau
vraiment très bon, il y a quand même un intérêt à aller regarder un petit peu les données BDPV parce que la BDPV a une couverture géographique qui est incroyable. Et si on arrive à transformer des mesures de production photovoltaïque en réseau de mesures météorologiques, puisque le photovoltaïque, enfin la variable de premier ordre qui va impacter la production, c'est le rayonnement solaire. Donc si on arrive à justement montrer qu'on peut utiliser cette donnée de production photovoltaïque comme une estimation du rayonnement solaire, il y aurait un vrai intérêt. Donc là, je me rends compte que j'ai mal expliqué ma carte de droite. Donc celle de gauche, c'est clair. Chacun des points correspond à une station météorologique. À droite, qu'est-ce que vous pouvez voir? Donc j'ai représenté en bleu toutes les installations BDPV. Donc il y en a 32 000 à ma connaissance. Mais ça, c'est toutes les données, hein. C'est les données avec des données mensuelles. Juste pour vous montrer asymptotiquement, si tout le monde joue le jeu et met à disposition soit les API des onduleurs, soit Linky, de manière à ce qu'on ait soit des données 30 minutes ou horaires, on aurait un réseau mais incroyable. Et en rouge, je vous ai montré les installations qui ont déjà donné leur accès aux mesures 30 minutes Linky. On en a déjà 1800, donc c'est déjà un très 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 beau réseau. Donc ça, c'est aussi, donc c'est les deux motivations de Météo France. Pour résumer, ils sont intéressés par évaluer les améliorations de modèle en termes de production PV, mais aussi, c'est très intéressant pour eux de voir quel est le potentiel de BDPV comme un réseau de mesures météorologiques potentiel. Voilà. Donc, dernier point, et j'en finirai là-dessus. Ça a l'air très simple ce que je dis, et on va voir sur la planche suivante, voilà, que c'est pas, en fait, c'est pas si simple. C'est-à-dire que il faut quand même bosser un petit peu pour que ça marche, ce que je viens de dire. C'est-à-dire que pour utiliser des données de prod comme des réseaux de mesures météorologiques, la première chose, c'est la qualité des métadonnées. Donc là, avec le travail que vous avez conduit sur les annotations, ce point-là, il est déjà bien traité. Le deuxième point, c'est qu'il faut s'assurer que la simulation des installations PV avec les données 30 minutes soit irréprochable, parce que sinon, il ne faudrait pas qu'on interprète une erreur de simulation comme un nuage. Je dis un petit peu bêtement, mais c'est un peu ça. Donc là, c'est tout un travail, et c'est le travail que j'évoquais justement sur l'amélioration des modèles de performance. Donc voilà, vous voyez, il y a des espèces de synergies là qui sont vraiment, enfin, motivantes, mais on voit qu'on ne fait pas tout ça pour rien, donc ça c'est très bien. Puis après, voilà, ce que je voulais dire, c'est par rapport aux données de Météo France, c'est que déjà, ce qu'on a prévu, c'est que ce soit moi qui fasse la transformation des données de prévision en prod de manière à contrôler un petit peu ce qui se passe et gérer les problèmes, sachant que voilà, comme ça, les choses sont plus simples. Et puis, je vais m'arrêter là. Oui, voilà, donc on va coupler donc, les modèles de simulation avec des données de prévision, le modèle AROM, avant et après amélioration, et conduire l'évaluation, ce qui serait très intéressant. Voilà, mais j'en ai terminé, je regarde vite fait les questions. Alors, la première question de JLJ 83, je te la laisse, David. Je vais y répondre. Alors, déjà, en premier lieu, il y a donc un certain nombre de questions qui ont été posées pendant que Yves-Marie parlait. J'y ai répondu et vous pouvez avoir les réponses dans la partie questions-réponses de Zoom. Quand vous cliquez sur Q&R, questions-réponses, je ne sais pas comment ça se présente chez vous, vous pouvez voir toutes les questions et toutes les réponses. Pour ceux qui regardent la vidéo en décalé, à la fin de la G, quand je ferai les questions, je reprendrai toutes les questions et toutes les réponses que j'ai fait parce que vous ne pouvez pas y avoir accès. Et donc, aux deux questions qui sont en cours, j'y répondrai tout à l'heure parce que là, je vais continuer la présentation. Donc, on continue une présentation avec le bilan des adhésions.
Donc, au jour d'aujourd'hui, on a dépassé les 2000, mais au 31/12/2022, on était à 1944 adhésions. Comme vous le voyez, il continue à y avoir une progression, même si c'est une progression qui s'aplatit un petit peu. Comme je disais, c'est entre autres dû au fait que c'est peut-être pas la première chose qu'on a envie de payer une adhésion à une association, surtout gratuite, mais ça continue. J'ai bon espoir avec justement le rapport d'analyse et ce qu'on est en train de mettre en place, que les gens trouveront un réel intérêt ou un plus grand intérêt encore à BDPV et que justement on aura plus de gens qui viennent nous soutenir. Je reviendrai sur les soutiens. Donc, le rapport moral, ça vous l'aviez dans le PDF. Je suis en train de reprendre un petit peu tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Je parle aussi de l'action pour l'année de 2023. On en a parlé de toute façon, donc rien de bien nouveau. Par rapport à ça, le premier vote, et alors là, ça va être une nouveauté parce qu'il faut que je retrouve l'option dans Zoom. Je vais vous demander aux personnes présentes. Ah ben oui, donc j'ai lancé un vote pour l'approbation du rapport moral, donc je le remets derrière. Ah ben oui, vous pouvez pas le voir en fait, mais bon, globalement le rapport moral, c'est l'ensemble des choses qui ont été faites en 2022. Donc je parle du déficit qui a été causé par des frais de serveur en cause, de l'appel ou don, du fait que on a changé plein de choses en 2022. Le bilan des actions qui vous ont été présentées par Yves-Marie par rapport au changement des serveurs, les sources, l'automatisation de la génération, etc. Ben voilà, tout ce qui vous a été présenté. Donc là, il suffit de répondre oui, non ou abstention sur le rapport moral et cliquer sur soumettre. Alors, tout le monde a répondu, vous êtes rapide. À l'unanimité, oui, donc ça c'est déjà une bonne chose. Mettre fin au sondage. Toc. Et toc. Après, donc, le rapport financier. Rapport financier qui se termine par un solde à 1068, comme je vous l'ai dit. Alors, je me suis peut-être trompé sur le chiffre, je viens de le revoir. On était à moins 2700, et finalement, on finit avec 1068, donc ça c'est bien. C'est très très positif. Et si on compare justement, on voit que l'année dernière, nos dépenses ont augmenté de 43%. Donc c'est énorme, 43%, c'est presque une augmentation de la moitié, dû principalement aux frais de serveur. Ce qu'il faut voir, j'ai plus les données en tête par rapport au nombre de gigas qui sont utilisés pour les données météo. Mais c'est énorme. Alors, je sais pas si tu t'en souviens, Marie, ou pas. C'est un piège, je suis désolé, je n'avais pas prévu de le dire. C'est vraiment l'improviste. C'est Mais beaucoup. voilà, c'est vraiment des gigas, Ouais. et Ah oui, des oui. gigas Hmm. sur un ordinateur, ça coûte pas très cher, puisqu'on parle en Tera. Par contre, quand on fait de la location de serveur, ça coûte très cher. Ouais. Et quand on le stocke en Amazon AWS, ça coûte pas si cher que ça. Parce qu'en plus, il y a la possibilité de stocker des données qu'on utilise très peu dans un mode où le giga coûte vraiment rien du tout. Donc, voilà, on est passé je crois que c'était 300 € par mois pour les serveurs, à quelque chose qui, en plus, cette année est gratuit parce que AWS a des programmes pour les associations. Et j'ai fait le bilan, je crois qu'on est avec tout le stockage qu'on a à l'heure actuelle. Donc, on stocke les données météo depuis 2008, plus les rapports, plus l'utilisation des serveurs, etc. Depuis le début de l'année, on est à une moyenne de 12 € par mois.
Donc, vous voyez, ça va nous coûter rien, enfin, ça va rien nous coûter par rapport à ce qui était avant. Donc, ces 43% devraient vraiment bien diminuer. Et par rapport au revenu, on est à plus 10%, alors que sans l'appel aux dons, on était à moins 60. Donc, il y avait quand même un gros déficit de soutien. Par rapport aux dépenses, la répartition est toujours à peu près la même, de toute façon. Ce qui nous coûte le plus cher, les deux gros points qui nous coûtent, c'est les serveurs et l'envoi des mails. Oui, on est à presque 75% de frais par rapport à ça. Donc la partie serveur devrait diminuer, et par rapport aux mails, mails et SMS. Pour rappel, quand il y a comment dire, une perte de production, une alerte de production, et si vous l'avez configuré, vous recevez donc le lendemain un SMS. Je ne sais pas si on intégrera des alertes par rapport au rapport d'analyse, on n'en a pas discuté. Mais bon, en tout cas, on va faire le nécessaire pour faire baisser ces deux points. Donc, le rapport financier, je ne sais pas si vous l'avez lu, le PDF, mais de toute façon, c'est quelque chose qui est relativement standard. Donc, en fait, on fait le bilan 31-12 des dépenses, des recettes. Par rapport dans le PDF, pardon, dans le PowerPoint, il y a aussi le bilan définitive analytique. Ça permet de voir un petit peu la répartition des dépenses. Et comme toujours, si en tant que membre de l'association, vous pouvez demander à, à recevoir le grand livre et le grand journal, pardon, le grand journal analytique. C'est pas passionnant, il y a les 90 pages, je crois, de lignes comptables, mais ça fait partie des choses que vous avez le droit d'avoir. Donc, dans ce rapport financier, je refais le bilan des revenus exacts, donc 9 199 €, cotisations et donations, et dépenses 8 135, et puis le beau tableau. À savoir, donc, par rapport à ce que disait Yves-Marie tout à l'heure, cette année, en 2023, donc RTE nous a, grâce à Yves-Marie, nous a apporté un financement de 5 000 €. Donc c'est énorme, quand vous voyez, c'est pratiquement la moitié des revenus d'une année de l'association. Alors, ouais, en fait, comment on dit, c'est du mécénat, c'est-à-dire que c'est un support de l'association sans contrepartie. Voilà. Donc, c'est important de le dire. Oui, RTE fait ça pour différentes associations qu'il juge pertinentes. Donc ça, c'est vraiment aussi une reconnaissance. Donc, je tiens aussi à remercier aux gens de RTE, Laurent Dubu notamment, qui est vraiment, qui nous a vraiment bien soutenus là-dessus. Bon, et puis c'est vrai que il y a un écosystème vraiment positif qui se met en place entre ces différentes activités, et c'est cette reconnaissance qui se met en place. Donc, c'est deux choses séparées. C'est du mécénat sans obligation de retour, mais cette reconnaissance pour le rôle de BDPV pour améliorer les choses. Donc, voilà, c'était quand même un message, un retour très positif, et puis on était très contents d'améliorer comme ça un peu la situation financière de l'association. Oui, non, ça c'était inespéré, et oui, encore merci pour cette aide. Donc là, il y a deux votes. Je vais déclencher deux votes. L'approbation du rapport financier, donc l'approbation de ce que je viens de dire, et l'affectation du sol. Comme vous le savez, quand une association a un résultat d'exercice positif, il faut le réaffecter. Donc en gros, le remettre comme entrée dans les fonds de l'association. Donc, là encore, je vais lancer le sondage. Non, pas comme ça. Lancer. Voilà. Donc, le premier vote, ou enfin, le second vote, mais le premier vote, là maintenant, c'est est-ce que vous approuvez le rapport financier
Voilà, donc ça a été approuvé. Et le deuxième, c'est est-ce que... Non, c'est pas ça, si. Ah si. Approuvez-vous l'affectation du solde 2022 de 1064 € à la trésorerie de BDPV. Voilà. Et je m'aperçois que tout à l'heure, j'ai peut-être fermé le sondage un peu trop tôt. Je suis désolé, je manipule pas souvent. Hop. Et voilà, donc, toujours à tous les points, il y a eu 100% de oui. Donc, je vous remercie. Je vais passer rapidement sur ces tableaux, mais c'est donc le détail analytique des dépenses. Ils sont dans le PDF qui vous a été livré avec la... enfin, dans le PDF de l'âge, pardon. 2023, ben, je vais être relativement rapide parce qu'on a pratiquement tout dit. Donc, finalisation du changement de serveur parce que donc je vous ai raconté qu'on avait tout mis sur AWS. Donc, globalement, tous les morceaux marchent, mais il y a encore un lancement qui est un petit peu manuel pour dire va récupérer les données, traite-les, fais le rapport d'analyse. Je sais pas encore où est-ce qu'on va, comment on va donner accès au rapport d'analyse. Voilà, donc il y a toute cette finalisation du changement de serveur. Publicité pour la description précise de son installation. Donc ça, c'est ce que je disais à l'heure actuelle. Si vous êtes un utilisateur BDPV, si vous n'avez pas reçu un mail de ma part, ben, vous savez pas que ça existe. Donc, je ne sais pas encore comment ça va être fait, mais l'objectif étant que pratiquement toutes les installations puissent bien préciser où sont leurs panneaux, à tel endroit sur le toit, etc. S'il y a plusieurs zones surtout. Et puis, ben, comme disait Yves-Marie tout à l'heure, les premières analyses de données, donc les premiers rapports d'analyse vont arriver. D'un point de vue compte provisionnel, je m'aperçois que j'ai fait une erreur puisque j'ai pas intégré RTE, mais il faut dire que quand j'ai préparé la première version de slide, il y avait pas RTE. Donc, on devrait être 5 000 € au-dessus de ça. Donc, il faudra que je le corrige. Bon, ceci dit, c'est un budget provisionnel qui n'engage à rien, malheureusement. Pareil sur les débits. Là, on va toujours faire à peu près la même chose. Achat, études et prestations de services. On fait pas bosser une société de services, rassurez-vous. Mais dès qu'on fait de la location de serveurs ou des choses comme ça, ça va dans ce compte comptable. Donc c'est pour ça que on doit avoir 90% de nos dépenses qui sont dans achat, études, prestations de services, puisque ben, on loue tout pour l'envoi des mails, pour l'envoi des SMS, etc. Donc à vous la parole. Donc ben, alors, vous pouvez vous poser vos questions en utilisant le QR qui est à disposition sur Zoom. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, je vais reprendre toutes les questions qui ont été répondues pour les personnes qui regardent en décalé l'AG. Alors, hop, hop, hop. Donc, tout à l'heure, on avait Lior qui demandait si on avait une idée de ce qui a pu se passer sur les installations qui ont une très grosse dégradation. Donc, c'était l'installation à 21% de perte. Oui, c'est connu, c'est les panneaux de la marque Photowatt. Alors, c'était en 2010-2011. Photowatt est une fabricant de panneaux et qui a fait faillite. Le dépôt de bilan, c'était mi-2012, je crois. Et elle a été rachetée, donc Photowatt existe encore, mais rachetée par EDF, qui malheureusement, quand il a racheté la société, a dit le passif, je ne veux pas en entendre parler. Ils étaient au courant que les panneaux se dégradaient, mais
ça faisait partie du contrat, ils ne voulaient pas reprendre la garantie des panneaux photowatt. Donc, malheureusement, tous les propriétaires sont avec des panneaux qui se dégradent à grande vitesse. On voyait 21% de dégradation, c'est monstrueux, mais il n'y a aucun recours possible. On avait fait plusieurs tentatives de regroupement de propriétaires quand on pouvait les contacter. Il y a eu donc des courriers à EDF, il y a eu plein de choses comme ça qui, en fait, sont restées lettres mortes. Ça faisait partie, malheureusement, du deal que EDF avait pris, ce que je comprends aussi parce que c'est toute une série, on parle de plusieurs milliers de panneaux qui étaient de très mauvaise qualité. Une autre question de Michel, j'ajoute bientôt des panneaux sur mon installation, suffira-t-il de refaire la description sur le site? Oui, il suffira d'aller dans la partie description de BDPV, celle qui est connue de tous pour augmenter le nombre de panneaux, et donc la puissance crête, et après de re-aller sur la page de position précise pour refaire la procédure, et puis d'indiquer que tant de watts crête ont été installés à partir de tel moment, qui correspondent à telle zone, à la nouvelle zone que vous aurez détourée, et qu'ils ont été installés à telle date. Voilà. Et donc, ça sera repris automatiquement. Communiquer sur les perfs de dégradation des différents fabricants ne serait-il pas une manière d'inciter Photowatt à s'occuper du passif de sa marque? Non. Comme je disais, Photowatt n'existe plus. EDF a racheté clairement en me disant qu'il ne voulait pas s'occuper des anciens panneaux. Voilà. Comment savoir si mon Linky fournit les données à 30 minutes? Eh bien, en fait, si BDPV récupère vos données au format 30 minutes, si BDPV récupère vos données, il récupère les 30 minutes. Sinon, ça ne marche pas, en fait. Quand vous donnez l'accord, BDPV demande les données journalières, les données horaires, donc 30 minutes. S'il n'arrive pas à les avoir, ça plante. S'il y arrive, c'est que vous avez bien activé tout. Pour les utilisateurs de l'API V3, il faudrait aussi envoyer des infos toutes les 30 minutes pour améliorer votre base de données. La réponse, c'est oui. C'est pas prévu pour l'instant. Il faut que je regarde qu'est-ce que ça veut dire et comment je peux le coder. Mais oui, ça serait une bonne idée de le développer. J'ai du PhotoWatt de 2010 et je n'ai aucun problème. Oui, mais c'est ce que j'indique, c'est que c'est une série. Enfin, c'est une ou plusieurs séries de panneaux qui ont posé problème. Tant mieux que vous n'ayez aucun problème. Et j'espère que vous n'aurez jamais de problème, on va dire. Et puis Yves qui me dit dégradation. Ah oui, il y a deux problèmes, dégradation rapide des panneaux et surévaluation de la puissance réelle durant plusieurs mois. Oui, bon, d'accord. Et une question pour Yves-Marie. Est-ce que le problème de cohérence des données en hiver ne sont pas dus à des panneaux recouverts de neige? Bon, même si j'aurais pu répondre. Oui, aussi. Le problème, c'est qu'en hiver, on a une accumulation de tous les problèmes qu'on peut avoir pour le solaire. C'est-à-dire que, première chose, c'est qu'on utilise des données satellites. Donc, on peut voir que l'hiver, on a des élévations du soleil qui sont basses. Donc, on traverse l'atmosphère avec un rayon rasant. Et du coup, on a une grosse incertitude de données satellites. On a grosse incertitude due aussi aux ombrages, on a une grosse incertitude due à la neige, bien sûr, etc., etc. Et puis aussi l'optique de la couverture des panneaux qui joue un rôle. Donc là, c'est vraiment il y a pas mal de choses qui se recoupent et en effet, la neige en fait partie. D'ailleurs, ça ferait peut-être aussi... en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est déjà faire une analyse de premier ordre. Mais après, il y aurait plein de petites choses à évaluer. C'est-à-dire, on a des périodes où on n'a pas de prod du tout.
certains jours. Et ça peut être dû soit à un problème de rapatriement de données, ça peut aussi tout à fait être dû à la neige. Donc, ça pourrait aussi faire partie des pistes d'évolution du service qu'on fait. Mais bon, voilà, pour l'instant, on se concentre au premier ordre, mais peut-être l'année prochaine, on peut en reparler de ces thématiques-là. Mais en effet, c'est tout à fait vrai. Ok. Alors, pour la production PV, le site Enedis ne permet plus l'extraction à 30 minutes, fichier CSV vide. Donc ça, c'est une question de Yves. Enfin, c'est une question, alors c'est plus une affirmation. Alors, je sais pas. Pour l'instant, BDPV réussit à les récupérer, donc tant mieux. Après, c'est peut-être un problème ponctuel. Moi, j'ai fait une extraction il y a 3 semaines, je crois. J'avais bien les 30 minutes. Le SI d'Enedis est pas stable, voilà, je vais le dire comme ça. Après, la mise en place de Linky nous fait perdre l'utilisation des modules ConsoSpy, donc on ne peut pas s'intégrer à vos services 30 minutes. Alors, je crois qu'il y a un mélange là. Alors, mise en place de Linky fait perdre l'utilisation de ConsoSpy. Donc, ConsoSpy était un module qui se branchait sur le compteur EDF et qui donc permettait depuis son ordinateur de récupérer la production. Et ConsoSpy, il y avait une option permettant d'envoyer les données vers BDPV. Ça, c'est le premier truc. Depuis qu'il y a le Linky, le mode de transmission a changé et les anciens modules ConsoSpy ne sont plus compatibles. Il faut les changer pour qu'ils puissent à nouveau relire les données. Par contre, si vous donnez l'autorisation à BDPV de récupérer les données Linky, il récupérera les données 30 minutes. Donc, je ne comprends pas tout à fait bien la question. En gros, si vous avez de la vente totale avec un compteur Linky, faites un partage des données de production à BDPV et BDPV récupérera les données journalières et les données 30 minutes. Oubliez ConsoSpy, donc en fait. Voilà. C'était la dernière question. Il n'y a pas de nouvelles questions. Non. Ah. On perd alors le suivi minute. Oui. Là, c'est une question qui vient. Oui, si on n'a pas le ConsoSpy, on perd le suivi minute, c'est clair. Voilà. Une belle route avec des panneaux solaires. Alors, c'est une aberration, hein, je vous le dis. Hein, je suis contre ça. Mais c'était joli. Et là encore, j'ai demandé à Midjourney l'AI de me générer une route. L'objectif, c'était de dire que on a un long chemin avec du photovoltaïque. Mais je suis contre les panneaux photovoltaïques au sol. Là, maintenant que je vois ça, je me dis, mais c'est une hérésie, cette image. J'ai fait une bêtise. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Yves-Marie. Sinon, Merci à tous, merci à toi, David. Et puis, j'invite tout le monde aussi à prendre contact et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des suggestions, des commentaires sur ce qu'on a présenté aujourd'hui. D'accord. Bon, en tout cas, merci pour ta présentation. Ça fait la deuxième AG à laquelle tu participes et je pense qu'il y a une énorme plus-value par rapport à tout ce que tu racontes, qui est Merci beaucoup. Voilà. C'est mieux que ce que moi je racontais et en plus tout le travail que tu fais sur le rapport d'analyse est monstrueux, donc merci. Et puis comme tu le disais, merci aussi à Lior de nous avoir fait découvrir Amazon AWS d'une part Amazon AWS qui nous permet d'avoir des gains, en tout cas ça coûte beaucoup moins cher, que ce soit plus rapide. Et surtout, cet abandon de base de données pour passer dans un autre mode de stockage, on va dire, qui a été salutaire aussi. Donc, merci à Liores. Voilà, donc il est 11h22.
L'AG a duré un peu moins d'1 h 30. N'hésitez pas à faire des soutiens, à poser des questions, à donner les données de production avec des PV, etc., etc. Et puis, bonne fin de week-end ensoleillé. Et puis, à une prochaine. Au revoir.